Rebonjour chers élèves de seconde, donc je vous retrouve pour cette dernière vidéo sur les États-Unis, même si je rajouterai une courte vidéo de conclusion pour l'introduction et le thème, pour le thème et le cours en lui-même qu'on a suivi depuis le début du confinement vidéo. Donc on va terminer avec les États-Unis avec l'idée que c'est une république modèle à l'extérieur, mais qui va être fragile à l'intérieur. Effectivement, pourquoi modèle? C'est parce que, comme vous le disiez, c'est le premier grand pays à s'instituer en république, à l'époque où on a guère quasiment que des monarchies, souvent absolues, parfois parlementaires. Et donc ça en fait un modèle et tout le monde est assez fasciné par ce nouveau pays qui est en train d'émerger, même si c'est pas encore le pays le plus puissant du monde, loin de là. Mais il y a beaucoup de gens qui voient ça avec beaucoup d'attention, qui se disent que l'avenir est là. Et c'est vrai notamment en France. La France qui a aidé, je vous rappelle, les États-Unis. Quand Benjamin Franklin est reçu à la cour de Louis XVI, il est dès 1776, en fait, il vient négocier justement l'alliance avec la France d'ailleurs à ce moment-là. Il est reçu en présence du roi et de la reine que vous avez assis donc sur leur fauteuil, qui l'écoutent avec énormément d'intérêt. Pareil pour l'immense popularité que va avoir le marquis de Lafayette, le commandant du corps expéditionnaire français, qui va devenir l'un des personnages les plus populaires de France et qui sera d'ailleurs élu député à l'Assemblée, donc aux États généraux, donc quelques années plus tard. Et ces idées-là, ces idées nouvelles, notamment ce côté égalité, liberté, elles influencent pas mal la société française qui a tendance à considérer qu'il y a un vrai problème de ce côté-là, que ce soit en termes d'égalité des citoyens devant l'impôt, de pouvoir abusif, etc. etc. Finalement, ça va nourrir la remise en cause de la monarchie absolue qui couvre depuis assez longtemps déjà. Et il y a un autre problème par contre aussi qui va se révéler, c'est que cette aide aux États-Unis, elle a coûté extrêmement cher. Il a fallu faire un nombre d'emprunts gigantesque pour financer cette aide et le déficit de l'État crève le plafond. Et c'est ça qui va notamment motiver la réunion des États généraux qui précède la Révolution française. Et là encore, on voit l'influence de la Révolution américaine dans les idées, mais aussi sur des principes administratifs qui vont mener finalement à cette grande révolution. Il y a d'autres problèmes par contre qu'on voit qu'il a à interne. Je pense que vous voyez la personne qui est à côté finalement de la Layette, donc un noir, qui l'aide, etc. C'est peut-être un noir français libéré, peut-être par contre que c'est un noir aussi esclave, et ça c'est l'un des gros problèmes, c'est qu'il y a donc deux soucis majeurs qui se posent dès la création des États-Unis. C'est donc les Indiens et l'esclavage. Alors les États-Unis, dès le début, c'est donc un État fédéral qui va ne cesser de grandir au fur et à mesure. Donc s'étendre toujours plus loin vers le nord, le sud, mais surtout vers l'ouest. Et effectivement, donc c'est un État fédéral, ce qui veut dire aussi que malheureusement, et c'est encore le cas aujourd'hui, en fait c'est pas du tout les mêmes règles finalement d'un État à l'autre. Alors bon, pour certaines choses, je dis malheureusement tout à l'heure, c'est un abus de langage. C'est vrai que mon côté français et central différente, c'est pas un réel problème. Mais par contre, ce qui va l'être beaucoup plus, c'est que, en fait, il y a certains États qui vont pratiquer l'esclavage, d'autres qui vont pratiquer le suffrage censitaire, et même quelques États qui vont pratiquer le suffrage universel. Et effectivement, ça va poser un problème dès le début, puisqu'il va falloir régler ça assez vite. Et surtout, on a donc les deux gros soucis majeurs. C'est d'une part l'expansion vers l'ouest qui entraîne la déportation ou la persécution des Indiens. Et de l'autre côté, au sud, l'existence d'États qui pratiquent l'esclavage de manière massive. Et ça va être effectivement les ferments qui vont mener à la quasi-destruction du pays, à peine 70 ans après ses créations, lors de la Grande Guerre civile, et qui nourrissent encore aujourd'hui le débat. Donc effectivement, à la base, les Indiens, il y a eu ce projet-là qui était donc un projet pour donc permettre aux Indiens de quitter leur territoire, donc en paix. C'est comme ça que présente le texte que vous avez dans votre manuel, avec l'idée qu'effectivement les populations indiennes, Cris, Cherokee, Chickasaw, Choctaw vont être déportées vers les territoires de l'Ouest de manière apaisée. Dans la réalité, c'est ce que les Indiens appelleront la piste des larmes. Le fait d'être obligés de quitter des terres qu'ils habitaient depuis des siècles, des millénaires même, dans des conditions sanitaires désastreuses, on aura 4000 qui vont mourir, surtout que ça va être pour s'installer dans des terres qui finalement seront reprises
à peine quelques décennies plus tard par des Blancs convaincus de leur supériorité sur ce qu'ils estimaient être des sauvages qui ne payent pas leur territoire alors qu'ils étaient installés depuis très longtemps. Et l'autre problème majeur qui se pose dès le début, c'est évidemment le problème de l'esclavage qui, comme je vous le disais, est très très répandu dans le sud des États-Unis. Et malheureusement, au plus haut niveau intellectuel de l'État, comme par exemple dans ce texte, outre les différences de couleur, de physionomie, de chevelure, il y a d'autres distinctions qui prouvent la différence raciale entre noir et blanc. Si on compare leurs facultés de mémoire, de raison, d'imagination, il m'apparaît qu'en ce qui concerne la mémoire, elles sont légales des blancs. En ce qui concerne la raison, ils sont bien inférieurs. Et je pense qu'on pourra en trouver qu'on ne pourra en trouver un, qui soit capable de tracer et de comprendre les recherches d'Euclide, donc les mathématiques de base. En plus, sur le plan de l'imagination, ils sont ternes, sans goût et anormaux. Cette malheureuse différence de couleur et peut-être de faculté est un obstacle puissant à l'émancipation de ces gens. Chez les Romains, l'esclave une fois libre pouvait se mélanger au maître sans en souiller le sang. Mais dans notre cas, quand l'esclave sera libre, il faudra le repousser afin d'éviter tout risque de mélange. Donc ce discours qui est profondément raciste, qui dénonce toute tentative de libération d'esclaves, d'émancipation, qui dénonce toute relation blanc-noir, en fait, il ne vient pas de n'importe qui, il vient de Thomas Jefferson, qui est l'un des pères de l'indépendance aux États-Unis, et qui va être le second président des États-Unis après George Washington. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, ce racisme, il va être profondément ancré dans la société américaine. Et c'est vrai que nous, la France, n'est pas du tout un modèle là-dessus, mais c'est une situation qu'on trouve de manière très très différente, parce qu'on va le trouver dans les Martiniques, aux Antilles ou aux Réunions, où là on a des descendants d'esclaves déportés vers ces territoires-là pour servir exactement comme aux États-Unis dans des plantations. Par contre, il y a beaucoup de Noirs en France qui sont des descendants de l'immigration ou des colonies. Et c'est pas tout à fait la même relation finalement. C'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de passé terrible d'esclavage qui, encore aujourd'hui, pourrit complètement le débat aux États-Unis. Je pense que vous le savez, quoi. Donc c'est un pays qui finalement nourrit le fantasme pas mal à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, parce que tout le monde voit ça comme la République nouvelle, porteur d'idées nobles, d'égalité, de liberté. Et de l'autre côté, à l'intérieur, c'est un pays qui a ses propres contradictions. Et quelque part, cette règle fondamentale, elle n'a pas tant bougé que ça. C'est vrai que finalement, les États-Unis, c'est encore le rêve américain qui s'exprime partout dans le monde. Cette espèce de fantasme permanent qui est nourri par toutes les productions audiovisuelles, notamment par tout ce qu'on appelle le soft power. C'est cette puissance impressionnante sur le monde, que ce soit militaire ou économique. Mais par contre, c'est ce pays dont on connaît très bien les problèmes, les contradictions et les soucis finalement, qu'il essaye encore de surmonter aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous retrouve dans pas trop longtemps pour faire la toute dernière vidéo de ce thème-là. Merci.